Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce débat de la rédaction, l'émission hebdomadaire de la rédaction de DTV consacrée aux questions d'actualité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Moussa Diakhaté, porte-parole de Bokk Gis Gis, Biram Souleye Diop, secrétaire exécutif de PASTEF, Augustin Ngom, membre de la convergence des cadres républicains, et Ibrahima Ndaw également, membre de la convergence des cadres républicains. Messieurs, merci à tous les quatre, merci d'être venus, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'actualité, c'est le passage du gouvernement à l'Assemblée nationale hier jeudi. Boun Abdallah Dionne et son équipe qui ont répondu aux questions d'actualité des élus du peuple. Moussa Diakhaté, je vais démarrer avec vous. Est-ce que le PM et son équipe ont répondu à vos attentes personnellement? Merci Pierre-Edouard. Vous me permettrez au préalable de saluer mes co-débatteurs, mais aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je viendrai sur ce débat, mais vous me permettrez de recadrer le contexte. Pourquoi le gouvernement à l'Assemblée? Si nous comprenons cette question, nous savons nettement que ce qui s'est passé n'était que de la communication. Je ne dirais pas une dictée préparée comme mon ami Thierno Bokoum, mais c'est de la communication. Communication ou communication? Le Premier ministre aurait dû comment? J'ai dit communication. Permettez-moi ce néologisme pour montrer le show qui a été fait. Faisons le ratio. Il est dit dans la Constitution, en son article 81, que l'Assemblée peut interpeller le gouvernement à tout moment et que celui-ci devrait répondre, est tenu de répondre. M. Bou Abdallah, Premier ministre, avait dit lors de sa déclaration de politique générale, le 14 octobre 2014, si je ne m'abuse, comme quoi il passerait à l'Assemblée nationale 2 fois par mois. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Ce qui n'a pas été le cas, qui a été constaté. Pourquoi ce problème? Et quand il est venu, vous savez Pierre, ce qu'on a vu, les Sénégalais sont restés sur leur faim. Des questions ont été posées. La préoccupation des Sénégalais a été laissée en rade. Parce que par exemple, je prends le premier cas, parce que tu sais, c'est un moment solennel. La première personne à avoir intervenu, c'est notre sœur, l'honorable député Sira Ndiaye. Et je reviens aussi sur les formes, parce que c'est important, au-delà de la question de est-ce qu'il a répondu. C'est un moment solennel de la République qui répond à des formes, qui s'est déplacé au niveau de la tribune pour poser une question. Mon grand frère et ami, le ministre Thierno Alassane, a tenté de répondre. On lui a retiré la parole parce qu'en 5 minutes, il n'a pas réussi à expliquer, à convaincre. Pour montrer encore, même pour une dictée préparée, nos amis ne sont pas aptes à répondre aux préoccupations des Sénégalaises. Ce qui a été fait, c'est que tout le monde savait que les questions ont été envoyées et que les réponses ont été préparées. Et même dans ces conditions, ils n'ont pas pu convaincre les Sénégalais. Ce qui est vraiment dommage et lamentable pour le peuple sénégalais. Biram Souleye Diop, avez-vous été convaincu par les députés, les ministres et le Premier ministre à leur tête? Bon, je commencerai déjà par vous saluer vous-même, saluer nos co-débatteurs du soir. Je transmettrai mes salutations aussi à tous les Sénégalais qui nous écoutent. Et pour répondre à la question, j'aurais pu être très court et très simple en disant que je partage les avis qui viennent d'être émis. Tout le monde savait, dès l'instant qu'on a dit que le Premier ministre serait à l'Assemblée nationale, tout le monde disait, les questions ont été transmises, les réponses ont été préparées, le timing a été fait. Donc, à la limite, c'était une théâtralisation avec un cinéaste, etc., avec les acteurs pour une bonne théâtralisation. Bon, nous qui cherchions des réponses de fond sur les questions qui ont été posées, nous sommes restés sur nos préoccupations. Nous n'avons pas été satisfaits. L'exemple simple que je donne, c'est l'exemple qu'il vient de donner tout à l'heure. On n'est même pas dans la mesure de répondre sur une question sur laquelle lui, le Premier ministre, est venu se prononcer, le ministre des Finances est venu se prononcer, le ministre de l'Énergie est venu se prononcer, le ministre des Mines et de l'Industrie est venu se prononcer. Et en 5 minutes, on n'est même pas capable de faire la synthèse de tout ce qu'ils ont dit. Il fallait que le gong sonne pour qu'ils arrêtent net
sans entrer dans le fond des questions, mais écoutez, c'était ça les questions importantes. D'autres questions, bien d'autres questions importantes sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir tout de suite, n'ont pas été abordées. Oui. Mais c'est assez préoccupant qu'on se retrouve à l'Assemblée nationale, la maison du peuple, où on débat des choses du peuple et qu'on n'ait pas les réponses, qu'on en sorte comme ça, encore sur notre faim. Voilà, nous reviendrons tout à l'heure dans le fond des débats. Alors, Augustin, un réquisitoire assez sévère a été dressé concernant le passage du gouvernement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous partagez tout ce qui a été dit sur ce plateau? Oui, merci Pierre-Edouard pour cette invite à moi faite. Je vous remercie, je remercie tout l'encadrement de DTV, tout le personnel. Je salue tous les Sénégalais qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. Je salue mes co-débatteurs. Pour revenir à votre question, je crois que l'opposition est dans son rôle, c'est ce que je vais dire. Mais, à mon avis, elle joue son rôle d'une manière désordonnée. Pourquoi est-ce que je le dis? Ils ont parlé de théâtralisation. Il a utilisé le terme comédication. Je crois que tous les Sénégalais qui nous regardent et qui, je suis sûr, sont sérieux, savent nettement l'importance de ce qui s'est tenu hier à l'Assemblée nationale et qui s'est tenu avant aussi. Je crois que dans une république organisée, c'est la première fois au Sénégal qu'on assiste à ce type de débat. Un parlement qui reçoit tout le gouvernement. Bon, ils ont parlé de la fréquence. À mon avis, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire face aux Sénégalais. Toutes les questions auxquelles les Sénégalais se posaient, que le gouvernement puisse y apporter des solutions. Oui, de deux fois par mois, on a passé une fois tous les 3 mois. Le dernier passage remontait au 11 juin dernier. Vous avez raison, monsieur Pierre-Edouard, mais il faudrait aussi se rendre compte d'un fait. Entre-temps, il y a eu des consultations, comme le référendum, qui a nécessité quand même un certain déploiement à travers le pays, qui a mobilisé aussi l'État, il faut le dire. Il y a aussi le Haut Conseil, le Haut Conseil des collectivités territoriales qui est passé par là. Ce qui fait que cette fréquence qui était attendue ne pouvait pas se faire à date échue. Donc, l'opposition, je vais y revenir encore, est dans son rôle. Et le gouvernement est dans l'action et dans les résultats. Et je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur ça et de développer de plus amplement possible. Ibrahim Ndaw, le fait que le gouvernement ait reçu les questions des jours avant, est-ce que ça ne fausse pas le jeu? Est-ce que ça n'a pas manqué de spontanéité? Permettez-moi, Edouard, de vous remercier pour l'invitation, de saluer les Sénégalais qui nous suivent et de saluer aussi mes vis-à-vis. Je pense que, Pierre-Edouard, il faudrait qu'on recadre le débat démocratique. On est dans une démocratie et le charme de la démocratie, c'est face à face entre l'opposition qui s'oppose, qui est dans son rôle, qui est dans la critique ou bien dans l'autocritique même des fois, sans s'en rendre compte, et le pouvoir qui gouverne, qui gère. C'est ça le charme de la démocratie. Mais le charme se trouve dans la confrontation des arguments. C'est important. Même dans la Grecque antique, autour de l'agora, les acteurs se retrouvaient pour débattre. Donc le débat est au cœur d'une démocratie bien organisée. Le débat, c'est la sève nourricière d'une démocratie. Et il faudrait se féliciter quand même, quoi qu'on puisse dire de cette innovation. Parce que de mémoire, je pense que c'est la première fois avec ce régime, je pense de mémoire, en tout cas qu'il y ait cette innovation. Qu'on ait un Premier ministre qui vient régulièrement à l'Assemblée pour répondre aux questions de l'heure, aux questions d'actualité qui préoccupent les Sénégalais. Même si ce n'est pas la première fois.
Même si ce n'est pas la première fois. Je pense que c'est une avancée, il faut consolider. Ce qui est important, certes la périodicité, c'est un engagement, mais le gouvernement est assujetti aussi à l'action, avec des contraintes, avec un agenda qui peut être perturbé. Donc qu'ils viennent tous les 15 jours, tous les mois, ça importe peu. Mais l'essentiel, c'est que le gouvernement, le chef du gouvernement, avec son équipe, viennent à l'Assemblée pour faire face aux questions des députés. Sur le format des débats à l'Assemblée sont déjà régis. Il y a le règlement intérieur de l'Assemblée, les temps de parole et tout ça. Franchement, le débat ne se situe pas à ce niveau. Si on revient maintenant sur le contenu. Les questions posées, si on revient reçues avant, on parle de 48 heures avant. Ça, c'est l'opposition qui le dit. Ils ne peuvent pas donner la preuve. Ils n'ont aucune preuve que le gouvernement a reçu les questions à l'avance. Non, quand même, il faut considérer. Peut-être c'est des vues de l'esprit. Moi, ce que je sais, c'est que le Premier ministre est venu avec son équipe. Des questions ont été posées et des réponses ont été apportées. Et sur le contenu, moi, franchement, j'étais un peu surpris. Parce que Pierre-Edouard, pendant plus de presque 2 mois, on va aller sur 3 mois, le peuple est pris en haleine par une certaine opposition sur une question. C'est le pétrole et le gaz. Mais on attendait cette opposition à l'endroit indiqué, c'est-à-dire l'Assemblée, le lieu des débats, des confrontations avec les représentants du peuple, que l'opposition revienne à la charge pour poser des questions sur le pétrole et le gaz. Ils ne l'ont pas fait. Et tout le monde se posait cette question. Pourquoi ils ont été frappés par l'amnésie pendant 2 mois de débat? Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'argument convaincant. Parce que la force de la démocratie aussi, c'est la force de l'argumentaire et pas l'argumentaire de la force. À court d'arguments, ils se sont débinés. Pourquoi ils n'ont pas posé les questions sur le pétrole, sur le gaz? Pourquoi? J'attends une réponse. Parce que les députés de la majorité l'avaient fait à leur place. Non, parce qu'il y a une insinuation. Je le respecte, l'honorable député de Croix. Il a insinué une question sur le pétrole en disant que l'autre l'a timide. Il a reçu une réponse cinglante. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage politique. Parce que les Sénégalais qui nous suivent, qui nous regardent, nous les hommes politiques, on devrait faire une introspection. Il faut préserver la crédibilité en politique et c'est possible. Si on doit faire face aux Sénégalais, il faut leur servir un discours sur la base, un discours factuel, sur des faits, argumenté, avec des preuves à l'appui si nécessaire. C'est de cette manière qu'on arrivera à préserver notre crédibilité, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir. C'est extrêmement important parce qu'on a un peuple mature. Ce n'est pas sur des élucubrations, ça ne sera pas que sur les stratégies de désinformation, de manipulation qu'on arrivera à avoir les voix des Sénégalais. Il faut quand même qu'on sache raison garder. Il faut saluer l'exercice qui rentre dans une démocratie normale, que le gouvernement vienne régulièrement à l'Assemblée. Il faut saluer ça. Il faut saluer le contenu des débats et surtout les réponses apportées. On va y revenir. Oui, justement. Voilà, nous entrons dans le vif maintenant du sujet. Concernant le pétrole et le gaz, est-ce que Moussa Diakhaté, tout ce qui a été dit vous fait évoluer un peu votre position de début, votre position initiale sur la question? Vous me permettrez au préalable de rappeler à mon oncle, parce qu'il a le même nom de famille que ma mère. Avec plaisir. Qu'il se trompe de date. Déjà la loi 2010-04 du 3 mai 2010, appelée fameusement la loi Doudouad, avait instauré cette venue du gouvernement à l'Assemblée nationale pour votre gouvernement. Donc ce n'est pas sous votre ère. Cette loi existait bien avant. C'est seulement après qu'on l'a ratifiée, 2015, du 1er juin 2015, qu'elle est devenue maintenant une loi de votre régime. Dans la pratique. Je disais encore sur ça. Je reviens, il parlait de preuves et dates. Je l'ai dit tantôt, Pierre. Nous nous répétons. Ils ne sont pas capables en 5 minutes. Je dis, la dimension perplexe et l'attitude de Thierno Alassane, qu'on connaissait comme un homme pratique, qui malheureusement, au lieu d'éclairer les Sénégalais et rester sur des généralités, n'est pas entré dans le fond du débat.
c'est une aberration, encore une fois. Pendant que ce moment, quelque part chez nous, à côté de chez nous, une assemblée responsable, pour le même escroc, je parle de Franck Timis encore, a été juste épinglé sur les mêmes faits. Mais encore une fois, ils parlent dans leur discours que ce n'est pas grave, qu'ils oublient que c'est une loi. C'est à l'image de leur régime. Fouler au pied des lois, ça ne les dérange pas. Mais là, ça se pose le problème de l'autorité de l'Assemblée nationale. Les faits avancés par le Premier ministre sont trop légers. Il devrait dû commencer par s'excuser, d'abord au niveau des députés et aux Sénégalais. On parle de consultation, mais c'est 24 heures, c'est 2 jours. Vous me parlez pour dire combien, encore une fois, nous sommes dans une impasse. Parce que non seulement nous avons un régime qui foule aux pieds, parce que quand c'est des jeunes qui nous disent qu'il y a une loi votée, qui devait être respectée, le Premier ministre il dit que ce n'est pas grave, ça donne une image du régime. Mais quand une assemblée aussi manque d'autorité pour faire appel à ce gouvernement, je dis que c'est tout. Donc sur la question du pétrole, oui, nous sommes restés sur... Le gouvernement a-t-il définitivement mis fin à la polémique? Nullement. Et vous verrez les jours à venir que nous continuerons à montrer aux Sénégalais combien ces gens ont été maladroits dans ce qu'ils faisaient. Ils ont plutôt floué la tête des Sénégalais, mais heureusement que nous sommes très organisés, contrairement à ce qu'ils pensent. Et dans les jours à venir, vous aurez des révélations qui vont étayer davantage la conscience des Sénégalais. Birame Souleye, est-ce que votre position sur le pétrole et le gaz a évolué à la suite de ce qu'on a entendu hier à l'Assemblée nationale? Moi, je voudrais juste rappeler qu'on se prononce sur la question depuis 2014, sur la question du pétrole. Depuis 2014, on se prononce là-dessus. C'est depuis 2014 que nous demandions des comptes sur la situation au niveau de la gestion du pétrole. Je reviendrai tout de suite d'ailleurs, mais je voudrais faire une précision relative aux règles et lois qui dirigent, qui instruisent le fonctionnement des institutions. Quand cette loi-là, on l'a votée sur l'obligation qu'il avait de venir répondre aux questions, on ne parlait pas encore de référendum. On ne parlait pas encore de HCCT. Si ces éléments qu'ils ont ajoutés dans leur propre calendrier et qui n'étaient pas le calendrier républicain ont pu justifier une violation de la prescription légale du délai de présentation pour répondre, et qu'on dise que ce n'est pas grave, ou bien en fait qu'on multiplie par 0 cette préoccupation-là, j'ai tout à fait toutes les raisons de m'inquiéter. Parce que pour moi, c'est une loi. Une volonté de faire un référendum ne doit pas dicter une violation d'exigence légale. Ça rentre dans le calendrier institutionnel. On en reviendra d'ailleurs pour les élections. Parce que le calendrier institutionnel, on a dit les élections c'était pour au mois de février, maintenant on nous parle du mois de juin. Où est-ce qu'on va en arriver? Mais pour la question du pétrole, ce que je voudrais dire, c'est que, il vient de le dire, au Mali, ce qui s'est passé, quand la préoccupation s'est posée, une commission parlementaire a été instituée. Ils ont fait un rapport qu'ils ont déposé en septembre 2016 de 98 pages. Ils ont fait le rappel de droit. Ils ont dit qu'il y a une corruption. Ils ont versé 5 milliards aux frères du président. Aux frères du président François Compaoré, aux frères du président Blaise Compaoré. Ils ont décidé... Oui, on parle du Mali là. Je parle, oui. Non, François Compaoré, c'est je parle de Burkina Faso. Oui. Je parle de Burkina Faso. Et ce rapport-là a établi qu'entre 2005 et 2015, l'État burkinabé a perdu 551 milliards à cause d'une gestion nébuleuse sur le pétrole, avec ce monsieur-là. Nous, toute la préoccupation, je rappelle que cette préoccupation-là a justifié une communication du Premier ministre, du ministre des Finances, du ministre de l'Énergie et du ministre des Mines. Malgré tout, vous n'avez pas été convaincu? Non, mais je veux dire par là, l'Assemblée nationale, jusqu'à peu... Hier, quelles sont les réponses qui ont été données? On était en train de nous faire en fait une lecture croisée des dispositions légales. Nous, on maintient ce que nous avons dit au sujet du pétrole. Par exemple, je donne juste un exemple. Nous avions dit que dans la session intervenue entre Petrotim et Timis, il y avait des droits à payer. L'État a perdu 90 milliards. Ils l'ont contesté parce qu'ils ont dit exonération, exonération, exonération. Vous savez, dans l'accord d'association signé le 11 juillet 2012, l'article 14, troisièmement, dit ceci: les cessions de parts sont passibles de droits d'enregistrement et d'impôt sur les sociétés. Et cette même disposition dit que si cette cession-là intervient entre une partie et un tiers, en l'occurrence Petrotim et Timis, les droits d'enregistrement sont à la charge du cédant.
en l'occurrence en cas d'espèce Petro-Tim. Tous les débats que nous avions posés, avant qu'on tombe sur ce document-là, avant qu'on tombe sur tout ce qu'on avait dit, donné comme argument, est confirmé par ce document-là. On va le publier. Et les Sénégalais, non, on va le publier et les Sénégalais le liront pour savoir que depuis maintenant presque un an, ce que nous disons et qu'ils ont tous nié, c'est leur propre document qui nous donne raison. Ça, c'est pour un début. Oui, alors, réponse, Augustin. Merci Pierre-Edouard. Moi, je suis resté sur ma faim parce que, comme je l'ai dit tout au début de mes propos, nous avons une opposition ouïaïe, comme disait l'autre qui est devenu maintenant un de leurs adeptes. Une opposition qui ne propose pas, mais une opposition qui ne fait qu'essayer de déstabiliser. Une opposition qui est dans la délation. Lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte. Oui. À mon avis, ce n'est pas comme ça qu'on lance des alertes. Il faut mettre les choses sur la table, que tout soit clair. Il parle de on va publier, on va publier. Vous tremblez déjà? Non, du tout. Du tout. Nous sommes sereins. Nous sommes très sereins, Pierre-Edouard. S'ils ont des choses à publier, ils n'ont qu'à les faire. Nous les attendons. Dans tous les cas, la communication du gouvernement dans son ensemble a été très claire. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas voir le soleil, on n'y peut rien. Il ne verra jamais le soleil. Il a parlé de la communication du ministère de Alassane Sall. Mais effectivement, si on vous donne 5 minutes de communication, vous ne pouvez pas tout dire, ce n'est pas possible. Il n'en a fait que résumer ce qu'il devait dire et dire l'essentiel. Et c'est ce que les Sénégalais ont compris aussi, à mon avis. Monsieur Soleil a parlé de la loi Doudou Wade, etc. Bon, je crois. C'est Moussa Diakhaté. C'est pas moi. Oui, mais il a parlé de la loi. Il a parlé de la loi. Il n'a pas cité le nom de Doudou Wade, mais il a parlé de la loi. C'est la loi Doudou Wade, c'est Diakhaté qui l'a dit. On l'appelle Voilà. ici. Pour cette loi Doudou Wade, je ne dois pas vous rappeler que vous n'avez rien fait à la suite de la promulgation de cette loi. Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? La loi a été bien promulguée, très cher ami. Je me répète, vous n'avez rien fait à la suite de la promulgation de cette loi. Je te dis que cette loi... Parce qu'une loi est faite pour être appliquée. Je te confirme. Ils n'ont On peut dire pas que le appliqué gouvernement, la loi. à l'époque, ne s'est jamais présenté devant les députés. Oui, combien Ils de l'ont jamais premiers fait. ministres se sont passés? Combien de premiers ministres? Il y a Souleymane Ndéné, il y a Abdoul Mbaye, il y a Mimi Touré. Je rappelle des faits et des constats. C'est maintenant qu'il a parlé d'une première fois. Quand je parle, moi, je dépasse les camps. Je montre les limites et j'invite à une analyse. Je dépasse les personnes. Nous sommes là pour faire un débat utile et intéressant au Sénégal. Il m'a dit que c'est une innovation de votre régime. Je l'ai rectifié de manière courtoise pour lui dire que, effectivement, Oui, mais écoutez, dans la pratique, c'est le gouvernement du président. Je ne suis ni juriste, mais une fois qu'elle est promulguée, elle reste une loi. Bien sûr. Mais vous ne l'avez pas appliquée. Je dis. C'est ça la réalité. C'est qui vous? Une loi. C'est qui vous? Vous qui étiez au pouvoir, l'ancien régime. Je parle de l'ancien régime. Vous également, vous avez attendu Boun Abdallah Dionne pour l'appliquer. Ils ont fait 12 ans. Ils sont restés 12 ans au pouvoir sans pouvoir Je dis que c'est en 2010, la loi. cher ami. Je vous en prie, Voilà, vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. C'est par rapport à la loi. Ils ont fait 12 ans sans appliquer cette loi. Cette loi est venue en 2010. Nous n'avons fait que 4 ans, ou moins de 4 ans. Et tous les jours, le président de la République montre sa bonne foi. C'est d'être républicain. C'est de véhiculer les valeurs de la République. C'est important. Ça, c'est important. Depuis qu'il est venu, je dois dire qu'il y a moins de scandales, comme avant. Eux, ils sont très bien placés pour le savoir. Et les Sénégalais qui nous regardent peuvent en témoigner. Pour l'affaire du pétrole et du gaz, là, est-ce qu'on est loin du scandale? Pour l'affaire du pétrole et du gaz, moi, je vais dire une chose. Eux, ils ne se préoccupent que sur les contrats avec Franck Timis. Il dit qu'on a perdu 90 milliards de contribuables. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Ils sont libres de le dire. Mais est-ce que c'est la réalité? À votre avis?
Du tout. Ce n'est pas du tout la réalité. Les exonérations en matière d'exploration, tout le monde le sait. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé leur loi, etc. Mais bon, ils n'ont qu'à le dire au Sénégal. Ils n'ont qu'à publier. Ils n'ont qu'à publier. Et les gens vont répondre. Et ça, c'est clair. Alors, il y a les contrats avec d'autres sociétés qui concernent, des contrats qui concernaient quand même la société UNT, par exemple. Vous n'en avez pas parlé. Les contrats qui concernaient la société australienne, Cain, ConocoPhillips. Pourtant, il y a eu 4 sessions dont vous ne parlez pas. Pourquoi, bon diable, aimeriez-vous vous focaliser sur Franck Timis? Il a parlé de mon ami Souley a parlé de Timis au Burkina. Mais attendons de voir. Ce n'est qu'une enquête parlementaire. Il faut rappeler au vu et au su de tout le monde que ce qui se passe au Burkina, ce n'est pas que Franck a été épinglé ou pas. Si. Non, du tout, je suis désolé. C'est la justice qui poursuit. Nous sommes à une étape, ou bien ils sont à une étape d'enquête parlementaire. Laissons les choses évoluer. Pendant ce temps, que fait notre Assemblée nationale, nous? Oui, ben, notre Assemblée nationale est en train de travailler. Est-ce que cette affaire ne méritait pas la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire, le débat sur le pétrole? Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour mes camarades ou mes amis députés. Ce n'est pas à moi de leur dire, faites ou introduisez une enquête parlementaire ou pas. Mais pour moins que ça, des commissions d'enquête parlementaire ont été mises sur pied, Ibrahim Ndaw. Pierre, je pense que... Augustin. Oui, allez-y, Ibrahim. Je pense qu'il est bon de revenir sur certains aspects. Je pense que mon ami, mon neveu, j'ai le plaisir de l'appeler, il a parlé sur l'intervention du ministre de l'Énergie. Je pense que la sincérité voudrait aussi qu'on rappelle la question qui a été posée pour voir si la réponse est adéquate ou pas. C'est important. On lui a posé la question de rappeler le processus d'établissement de ces contrats, c'est-à-dire la genèse. Et il a fait la genèse depuis le bloc de Sangomar, le bloc de Kayar, le bloc de Saint-Louis. Donc il a dit l'essentiel dans sa réponse parce que c'est la question qui lui a été posée. Maintenant, je termine. Si, il a fait la genèse. Ça veut dire que comment ces contrats ont été scellés depuis l'ancien régime d'ailleurs. Comment ces contrats, c'est tout le bloc de Sangomar. C'est important parce que c'est pratiquement les mêmes types de contrats. Sangomar, Kayar, Saint-Louis, ils sont tous régis par un même code, c'est le code pétrolier. Ça, c'est important de le rappeler. Je dis et je le réitère, c'est dommage que l'opposition ait raté cette occasion hier de revenir sur le débat sur le pétrole et le gaz. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont raté ce coche. Je reviens. Tout ce débat, le soubassement, c'est quoi? C'est une exigence de la transparence dans la gestion des ressources naturelles. C'est important. C'est l'épine dorsale d'une démocratie. C'est une exigence élevée que les citoyens aujourd'hui exigent que la gestion de leurs ressources naturelles et la gestion des affaires de manière globale soient transparentes. Maintenant, pourquoi crier à sur l'opposition alors? Je dis le débat là. Nous, on se félicite en tant que démocrate parce que c'est une avancée démocratique. Mais il faut bien le poser et bien l'encadrer. Je disais la confrontation des arguments. Le gouvernement a fait preuve. Je ne suis pas là pour défendre aveuglément. Je l'ai dit avant-hier. Nous sommes des jeunes, on doit préserver notre crédibilité. Mais s'il y a des acquis, des actions positives, on doit appuyer et applaudir, même si on est dans le camp de l'opposition. Je dis, le gouvernement avec ce régime a fait preuve d'une volonté manifeste en termes de transparence. En quoi faisant? Je dis, pour la première fois, la constitutionnalisation du droit sur les ressources naturelles, c'est un acquis. C'est un droit maintenant que le citoyen lambda, ce qu'on appelle le droit opposable, pour l'opposer à l'autorité.
C'est un acquis. Deuxième acquis, il faut qu'on dise qu'on parle sur du factuel, sur des faits. L'initiative à l'ITIE, mais c'est une avancée dans la gestion de nos ressources naturelles. C'est une avancée. Vous de l'opposition acceptez que c'est une avancée. Le deuxième rapport est sorti. Troisième aspect, en termes de transparence, on est dans une société d'ouverture. Aucune gestion ne peut plus se faire dans l'opacité, c'est-à-dire l'accès à l'information. Le gouvernement a publié tous les contrats, comme le prévoit le code minier, à son article 34, comme le prévoit le nouveau code sur la transparence dans la gestion des finances publiques, prévoit la publication des comptes. Tous les contrats ont été publiés, les contrats pétroliers, les contrats miniers, accessibles à tout un Sénégalais, à chaque Sénégalais. Ça, c'est un aspect. Le budget ouvert, mais c'est une innovation, c'est une avancée. Le budget ouvert, c'est-à-dire toutes les transactions financières, l'accès à l'information est garanti parce que le budget ouvert, c'est une initiative mondiale. Il y a des enquêtes qui se mènent chaque année. Peut-être il n'y a pas assez de communication dans ce. Mais ce package de mesures fortes posées, je ne parle pas des autres mesures, en termes de transparence dans la gestion des ressources naturelles, dans la gestion des finances publiques, c'est des avancées, c'est des acquis. Reconnaissez-le. Maintenant, si on revient sur le cas du pétrole, je dis, sur les contrats publiés et qui respectent toutes les dispositions du code minier, l'opposition, on attend de l'opposition qu'il apporte des contestations sur le contenu de ces contrats. Deuxièmement, qu'il nous apporte, je ne parle pas de paroles comme ça, qu'ils nous apportent sur la base de faits, sur la base de leurs investigations, parce qu'ils ont des réseaux partout, même au niveau international, avec peut-être des lobbies, qui sait. Qu'ils nous apportent des preuves factuelles, documentées, et qu'ils publient leurs preuves. Oui, Biram, le moment venu, ils ont dit, mais depuis plus de 2 mois, et le peuple en a assez d'être pris en haleine par une question, il n'y a aucune goutte de pétrole qui est sortie de terre. Si vous avez des preuves, publiez-les. Si vous avez des arguments, sortez-les. Si vous avez des documents, publiez-les. Le peuple sera édifié. Si ça nécessite de mettre en place une commission d'enquête parlementaire, cette commission sera mise en place parce que c'est une avancée démocratique. Ça ne sera pas la première fois. Mais de grâce, vraiment depuis plus de 2 mois, on prend en haleine le peuple sur cette question. Alors que l'opposition, je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour l'opposition. Parce qu'il y a d'anciens premiers ministres, il y a des hommes valeureux qui sont de l'autre côté. Mais de grâce, n'essayons pas d'essayer de tromper le peuple. Moi, je dis, je suis dans le camp de la paix. Je suis dans le cadre de la paix. Mais même dans nos débats internes, s'il y a des choses qui ne sont pas dans le sens de l'intérêt général, on critique, on s'oppose, mais en interne. On le fait pour l'intérêt du peuple. Je pense que l'opposition aussi devait avoir cette responsabilité. Êtes-vous en train de jouer à vous faire peur? Non, moi, ce que, en fait, Publiez vos contrats. Ce que je veux dire. Publiez tout ce que vous avez comme document. Je peux m'exprimer, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Ils ne le feront pas. Je peux m'exprimer. Allez-y. Très bien. On va le faire dans la courtoisie et dans la politesse. Oui, c'est la moindre des choses. Bon, voilà. Moi, je veux dire une chose. Vous savez, nous, on parle, on n'est pas là pour se lancer des diatribes ou dire celui-ci n'a pas dit ceci ou celui-ci n'a pas fait cela. Moi, je parle de choses concrètes. Quand nous avons fini de parler, d'apprécier la question, PASTEF a fait 15 propositions pour la gestion des ressources minérales. 15 propositions. Ça ne les intéresse pas. Je rappelle qu'il y a un moment, lorsque on était en train d'écrire de la réforme du code minier, PASTEF a fait des propositions. C'est M. Omar Cissé lui-même qui a demandé à ce qu'on intègre dans la partie transparence les avis que PASTEF avait donnés. Et ces préoccupations sur la transparence ont été intégrées. Nous, on n'est pas dans un débat politicien. Ce qu'on dit, c'est concret. On a fait 15 propositions en disant, au titre de ces propositions par exemple, il faudra renforcer Petrosen. Il ne faudra pas que la SAR sorte du patrimoine de l'État. Il nous faut créer ces métiers du pétrole. Parce qu'en fait, ils ont lancé des formations sur le pétrole, mais les formations qu'on a lancées, c'est des formations sur les métiers de pompiste. Alors qu'il y a 500 métiers sur l'activité de pétrole. 500 métiers. Et ce qu'ils ont lancé comme formation, c'est les formations pour les métiers de pompiste. Et après, ils vont me dire, bon, non, sortez des preuves. Non, c'est vous qui avez signé des contrats, c'est vous qui devez rendre compte. C'est vous qui devez rendre gorge au peuple sénégalais, c'est à vous d'apporter les preuves. Non, ce qu'on dit, dans les conventions qui ont été signées, ils nous parlent d'exonération. On va revenir sur cette question-là. Parce qu'il faudra
finalement que les choses s'éclaircissent. Quand moi j'ai une activité sur le pétrole, on fait cette distinction-là. Tant qu'on n'arrivera pas à lire la frontière qui existe entre l'activité pétrolière, c'est-à-dire en fait exploration, recherche, exploitation, et la détention des titres que l'on cède, ça n'a rien à voir avec l'activité pétrolière. Absolument rien du tout. La preuve, un spéculateur est venu, on lui a donné des participations sur le pétrole. En moins d'un mois, il a cédé ses participations. Ça n'a rien à voir avec l'activité pétrolière. Nous, on ne parle pas de gouttes qui sont en train de couler. On parle de droits qui devaient rentrer dans les caisses du trésor public. Et ce n'est pas dans notre intérêt. 90 millions, quand on les paye, ce n'est pas nous qui gérons le budget. Ce n'est pas nous qui mettons dans notre poche. Ça rentre dans quel budget? Ça rentre dans le budget de l'État du Sénégal, pour les hôpitaux, pour les 6 000 abris provisoires, pour la santé. On a beau parler de questions de santé au Sénégal, un seul appareil de chimiothérapie. Avant, les Mauritaniens ils venaient ici à Dakar pour se soigner. Les Ivoiriens venaient ici. Aujourd'hui, en Mauritanie, il en existe 2. En Côte d'Ivoire, il en existe un de très performant. Nous, le vieux que nous avons, on a dit qu'il faudra attendre que l'hôpital contre le cancer soit mis. En attendant, les gens qui sont malades du cancer peuvent mourir tranquillement. Mais ça, c'est des problèmes. Mais ça, quand on parle de ceci, ce n'est pas dans notre intérêt, nous. On dit dans l'intérêt du Sénégal. On n'a absolument rien contre un pouvoir ou contre une personne. Ce qu'on dit, c'est dans l'intérêt unique du Sénégalais. Mais quand on regarde, ayez juste regardez ce qu'on dit. Mais ayons ce débat contradictoire. Je te posais tout à l'heure la question de savoir, est-ce qu'il se rappelle du débat qui a existé entre Aminata Tall et Aïssata Tall Sall en 1988? Ils m'ont dit non, c'est vrai qu'ils étaient encore très jeunes. Mais ça se passait à la RTS. Au sein de la RTS, des débats houleux. Ousmane Ngom, Abdoulaye Miagne, des débats houleux à la RTS. Aujourd'hui, vous pensez entendre un son sur quelque chose qui est contre l'intérêt du pouvoir au niveau de la RTS? On dit le droit à l'information. Tout à l'heure, le droit à l'information au niveau de l'Assemblée. Mais vous pensez que le droit à l'information il est respecté? Le droit à l'accès à une information plurielle et contradictoire, il est respecté? Quand on dit la Constitution a dit il faudra sur le passage du Premier ministre. Mais la Constitution a bien dit 50 000 autres choses qui ne sont pas respectées. Le droit à l'information, le droit à l'accès à l'information publique. Mais ça n'existe pas. À la RTS du matin au soir, on ne parlera jamais de Bok Gis-Gis. On ne parlera jamais de PDS à la RTS. Depuis qu'ils sont là, on n'en parle pas. Bon, sinon pour annoncer les décès peut-être. Mais voilà les problèmes. Oui, Pierre, il ne faudrait pas que nous tombions dans le jeu de ce pouvoir. Mon oncle a abordé de manière très partisane ces acquis démocratiques. Soyez rassurés que de l'autre bord, nous aussi, nous sommes soucieux de tout acquis démocratique. Et nous saluons s'il y en a. Merci. Mais vous me permettrez au passage que par rapport à la transparence, ce qui est arrivé à Nafi Ngom Keïta nous laisse douter de votre bonne volonté. Mieux, vous nous parlez d'une nouvelle constitution. Elle est votée en bon républicain. On le respecte. Mais dans cette nouvelle constitution, le droit de réserve est suppléé par l'obligation de dénonciation. Qu'en est-il arrivé à notre ami Ousmane Sonko? Pour dire que c'est bien d'écrire des lois, mais c'est encore mieux de les appliquer. C'est bien quand il y a acquis démocratique. Mais malheureusement, ce qu'on constate, ce que vous dites et ce que vous faites, c'est deux choses différentes. Et soyez rassurés, autant vous êtes soucieux des acquis démocratiques, autant nous, opposition, nous le sommes. Mais acceptez aussi avec nous que ce qui s'est passé sur ces cas-là mériterait vraiment d'être repensé, parce que tout le monde a vu et a constaté. Si vous n'êtes pas gêné en tant que jeune, que Nafi Ngom Keïta, de la manière, au moment où elle a été remerciée, ne vous dérange pas, ne vous gêne pas, cela ne me dérangerait pas. Mais les Sénégalais qui nous regardent savent nettement que ça les laisse douter par rapport à la volonté réelle du chef de l'État d'aller jusqu'au bout de sa volonté. Ce qui est passé avec Ousmane Sonko, c'est votre nouvelle constitution qui dit qu'on est obligé de dénoncer quand nous constatons des choses qui ne marchent pas. Il a été rayé. C'est encore une volonté, une réalité, d'entraver cette volonté de rendre compte, de transparence. Donc, au-delà de ce que vous dites, voilà un tableau qui prouve, si besoin en était, que votre régime, il écrit quelque chose et fait le contraire. Vous êtes habitués, vous avez toujours l'habitude de changer le jeu au cours du jeu. On en a vu et nous prenons acte. Mais soyez rassurés qu'en face de vous, c'est des jeunes comme vous
conscients du devenir du Sénégal et qui ne feront pas de l'affabulation. Sur le mur Thierno Alassane, j'ai dit, et je prends le peuple sénégalais à témoin, il a fallu qu'on l'arrête pour qu'il s'arrête. Parce qu'en 5 minutes, il n'a pas réussi à terminer son argumentaire. Je me refuserai de faire de l'affabulation ou d'avancer des choses que je ne maîtrise pas. Tout ce que je dis, je peux être acté et je peux donner des preuves à l'appui. Sur ce, nous constatons qu'effectivement, vous êtes en train de nous divertir avec ce problème. Je partage avec vous que quand vous avez des preuves, exhibez-les. Ne faites pas l'intention. Je suis d'accord. Exhibons. Ceux qui en disposent en montrent. Tu sais pourquoi moi je ne m'avance pas sur ce sujet? Je suis ni expert en pétrole, encore moins juriste. Mais ce qui me dérange, c'est que la présence de la famille du chef de l'État dans les affaires du pétrole. Si cela ne vous gêne pas, en tout cas moi cela me gêne. Oui. Il a été également question, mesdames, messieurs, de liberté et des élections législatives avec l'instauration de la carte biométrique CEDEAO. Nous allons parler de l'élection avec les assurances du Premier ministre qui déclare que les élections se tiendront à date échue, c'est-à-dire dans le premier semestre de l'année 2017. Alors, est-ce que cette assurance sera de nature à dissiper un peu les craintes, Augustin? Oui, merci Pierre-Edouard. Je crois que le Premier ministre est dans le temps de la République. Le président de la République, M. Macky Sall, est dans le temps de la République. C'est quoi être dans le temps de la République? Pour ce faire, je vais en venir, les élections se tiendront à date échue. Non seulement elles se tiendront à date échue, mais il y a le processus qui a été enclenché, à savoir la production des cartes biométriques, qui est une innovation majeure pour ce pays et dans tout l'espace de la CEDEAO. Parce que ce qu'on avait avant, c'était pas des cartes biométriques. On a parlé des cartes d'identité nationale, nos anciennes cartes d'identité nationale qui ne réunissaient pas, en tout cas, les conditions technologiques que l'on connaît actuellement. À savoir la carte à puce. Ce sera une puce numérique qui va se composer même d'éléments sanitaires du détenteur. Et cela est en train d'être matérialisé par le ministère de la Santé. Alors, je crois que l'opposition ne va pas nous divertir. Comme elle a l'habitude de le faire, l'opposition ne nous divertira pas, l'opposition ne divertira pas le président Macky Sall. Ce n'est pas par des belles paroles que les Sénégalais vous croiront. Parce que je vais encore y revenir. Les Sénégalais étaient là avant 2012. Ils vous ont vu à l'œuvre, M. Diakhaté. Oui. Pourquoi vous vous tenez devant eux? J'espère que vous aviez mis Macky Sall. Je vous ai écouté, je vous en prie. Le président Macky Sall... J'espère que vous parlez comme Igo. Quand je parle de vous, je parle de nous. Oui, si vous voulez. Si vous voulez. Insensé, etc. Voilà. Le président Macky Sall assume totalement le bilan ou bien l'étape passée au PDS. 8 ans sur 12. Ce n'est plus le problème. Ce n'est pas ça le problème. Vous avez cherché à le salir. Vous n'y êtes pas parvenu. Vous avez créé tout un tas de dossiers. Vous n'y êtes pas parvenu. Alors, ce n'est pas après avoir perdu le pouvoir que vous allez ruer dans les brancards. Je suis désolé, M. Diakhaté. Laissons le président qui est dans le temps de l'action. Il est dans le temps de la performance. Il est dans le temps de l'émergence de ces pays que nous chérissons tant. Parlons des centrales qu'il est en train d'inaugurer. Oui. On parle du on parle du processus électoral. Est-ce que toutes les conditions sont réunies voilà, pour des élections qui se tiendront à date échue, c'est-à-dire en juin 2017? Avant de revenir sur le processus électoral, permettez-moi juste de faire une précision. Oui, mais rapidement. Rapidement, oui. sur les phases d'exploration.
Revenez au code minier, au code pétrolier, à son acte 48. L'exonération des sociétés, des entreprises qui sont dans la phase dans le cadre des conventions, dans le cadre. Donc ça c'est du français, dans le cadre des conventions. Ça veut dire que toutes les opérations inhérentes dans cette phase-là sont exonérées d'impôts et de taxes. C'est ça la précision que je voulais apporter. J'ai même entendu quelqu'un d'entre vous de PASTEF disant que cette disposition a été supprimée par le nouveau code des impôts. Mais il y a quand même la stabilité des contrats. Bref, revenant sur le processus électoral, je pense que le Sénégal n'a pas commencé le vécu de la démocratique en 2012. Il y a eu des acquis. Il y a eu le code consensuel. On était peut-être encore jeunes. Il y a eu des acquis démocratiques. Ça, il faut quand même qu'on se le tienne pour dire. Si l'opposition aujourd'hui fait des sorties tendant à faire croire qu'on tend vers un processus électoral qui ne sera pas transparent. Parce que c'est ça leur discours de fond. Mais quand même, on doit se poser des questions. Aujourd'hui, au Sénégal, aucune élection ne peut plus être truquée. Si. Ce n'est plus possible. Je vous donnerai la preuve tout de suite. Ce n'est plus possible. Je vous donnerai la preuve. Parce que, je disais qu'on est dans une société d'ouverture. Et je salue quand même le rôle de veille, d'alerte, proactive joué par les médias, dans ce sens. Durant chaque élection, à partir de 18h, avant 20h, les résultats commencent à tomber. Parce qu'ils sont présents, les acteurs sont présents. Maintenant, sur le processus électoral, revenons-en avec les nouvelles cartes biométriques. Est-ce que techniquement, c'est possible de faire des élections en juin 2017? Non, je pense que les techniciens du ministère de l'Intérieur se sont prononcés. C'est eux qui ont en charge ce dossier technique de confection des cartes, sous la supervision de la Sénat. Et avec la participation de tous les acteurs de l'opposition. Vous n'avez jamais été exclu du processus, parce que c'est votre droit fondamental d'être présent au niveau des commissions d'inscription, au niveau de la commission de refonte partielle du fichier. Même si, avec le lancement du dialogue national, certains responsables de l'opposition avaient boycotté, alors que cette question figurait en bonne place dans le débat, dans le dialogue national. C'est à l'issue de ce lancement que la question électorale a été posée. Il y a eu quand même des travaux qui ont été menés. Il y a eu des points de désaccord. Je pense que si je ne me trompe pas, sur les 12, je ne sais pas, il y a 4 ou 8 qui font l'objet de désaccord. 17 points aujourd'hui. Qui font l'objet de désaccord. Le président va arbitrer. Parce que ça fait partie de ses prérogatives. Maintenant, sur l'aspect technique, est-ce que les élections se tiendront à bonne date? Je pense que le Premier ministre l'a rappelé hier à l'Assemblée. Les élections se tiendront à date. Le calendrier électoral sera respecté. Ça veut dire que s'il le dit, en amont, il a toutes les informations techniques sur le déroulement de la confection de ces cartes. Et il me semble que même, il y a une phase, les phases test commencent quand même à donner des résultats concluants concernant la confection de ces cartes biométriques. Vraiment, moi j'invite l'opposition à venir, s'ils ne sont pas déjà dans le processus, dans ce processus-là, de supervision, de bout en bout du processus, pour que le moment venu, qu'ils ne trouvent pas d'argument pour quand même dire que voilà, les élections ont été truquées, parce qu'ils ont tenté de le faire, mais de manière indirecte avec le référendum. Quand ils ont subi cette raclée, mais ils n'ont pas osé, comment dirais-je, introduire des recours. Mais ils ont insinué qu'il y avait des inscriptions qui se sont faites. Mais quand même, il faut qu'on ait cette responsabilité. Il y a un processus électoral, il y a des acquis depuis le code consensuel. Oui. Il y a des acquis démocratiques. On ne peut plus revenir en arrière. Okay. Et voilà. La confection des cartes biométriques est une avancée. Parce que demain, avec un seul clic, mais on peut identifier toutes les personnes, on peut avoir toutes les informations croisées sur les électeurs. Et puis, c'est cumulé avec la carte d'identité nationale. Oui. C'est une avancée quand même au niveau de la sous-région. Le Premier ministre a-t-il définitivement dissipé les doutes? Écoutez, avant de vous répondre,
suivez ma logique plutôt. Pour les cartes biométriques, pour toute avancée technologique pour le citoyen, nous félicitons et nous encourageons. Merci. C'est une affaire de la CEDEAO. Nous pensons globalement pour pouvoir s'en sortir. Soyez rassurés sur ce point. Mais le consensus, il l'a dit, ce qui a fait la stabilité de ce pays, c'est le consensus, le code consensuel qui avait été eu. De 92. Sur les 14 points dans lesquels vous nous avez invités, il n'y a que 4 points sur lesquels on est en accord. Il y a 6 points de désaccord, le reste était en observation. Néanmoins, nous l'avons remis au chef de l'État. Pendant qu'on y est, il puisait ce qui les intéressait et les fait passer à l'Assemblée nationale. Ils sont en train de truquer, ils sont en train de tricher. Ah bon. Vous savez, Pierre, vous fondez sur quoi? Laissez-moi venir. Le processus électoral, tu sais, repose essentiellement sur 2 choses. Le fichier électoral et la carte électorale. Au dernier référendum, revoyez vos images, je vous ai suivi. À Touba, des bureaux ont disparu. Au dernier référendum, des gens qui sont inscrits sur des listes ont retrouvé leur nom effacé. La Sénat a été saisie? Laissez-moi. Est-ce qu'il y a eu 2 recours? Vous me laissez tonton. Vous me laissez tonton. C'est une réalité, ce que je dis. Ça a été prouvé. Mis encore, actuellement, pour ce qui a été avancé, dans des villes comme Mbaké, plus de 600 ou 700, Mbaké, Dakar, avec ce rythme, on risque de ne pas enrôler la moitié des électeurs. On m'a appris que hier, au niveau de l'Assemblée nationale, pendant que le personnel était en train de s'inscrire, on a constaté des personnes étrangères qui se faisaient inscrire en même temps. Ils sont en train de travailler pour inscrire leurs éléments. Avec le rythme dans lequel nous sommes, on risque de laisser, par exemple, je prends le cas comme Pikine, le département de Pikine, avec 100 électeurs par jour, il nous faut 4 ans ou 6 ans pour inscrire la totalité des électeurs. Voilà là où leur magouille commence. Ils ont travaillé, ils veulent contrôler le fichier. Je l'ai dit et je l'ai répété. Il y a des gens qui, le jour du vote, ne verront pas leur nom sur la liste. Ça est arrivé à une de nos militantes pendant le référendum. À Touba, on a fait sauter des bureaux. Vous le verrez après. Donc, tant que ce n'est pas clair sur ce point, le débat, il est faussé. Parce qu'il n'y a pas de consensus large. Ils ont fait du forcing. Même quand on remettait, si vous avez suivi les archives, au président, le rapport, on lui a édifié que les gens n'étaient pas d'accord sur le principe. Mais comme c'est un régime qui fonce, ça ne dérange pas. Vous me demandez si je crois à cette date du PM. Quand le président de la République, pour faire toutes les places symboliques en démocratie dans ce monde, dire qu'elle allait tenir des élections présidentielles en 2017, sachant qu'il n'avait aucune chance de gagner en 2017, qu'il fait du wahwahet. Vous croyez que... C'était pas le calendrier républicain en 2017. Vous croyez que... Vous me laissez terminer, s'il vous plaît, mon cher Raoul. Vous croyez que nous allons croire à une marionnette. Dans nos pays, les ministres ne sont que des haut-parleurs des présidents. C'est le système qui est ainsi fait. C'est là où l'opposition doit marcher au premier pas. Il appartient à cette opposition, à ses citoyens, de se lever et de surveiller ce qu'il est en train de faire. Parce que ce régime-là se sentant dépassé par les Sénégalais. Parce que le président Sall a fait le ratio, une analyse des chiffres du référendum, du OACT. Il a perdu en termes de voix. Et ils savent nettement qu'il est en perte de vitesse. Il est en train de rendre les choses au ralenti pour certainement magouiller. Il appartient maintenant à la société civile, aux citoyens tout court de se lever. Tout le temps, il y avait les publicités à la télé. Allez vous inscrire. Si vous l'avez vu, dites-le moi. Et les gens ont commencé en douce, simplement parce qu'ils ont commencé, en le faisant dans les institutions, en faisant greffer leurs personnes pour les inscrire. Ce qui est une aberration. Mais il appartient à l'opposition, à la société civile, de se préparer et faire face. Birame, s'achemine-t-on vers un wahwahet, c'est-à-dire un non-respect du calendrier électoral? De toute façon, moi, c'était mon avis il y a 1 an et demi. Déjà 1 an et demi. J'avais dit, en fait, le calendrier ne sera pas respecté. Et il n'y a absolument aucune démarche, aucun acte posé qui me fait penser en fait à la possibilité de respecter cela. Ce sera une surprise. On sera très content s'il le respecte. On dira nous avions eu tort de ne pas y croire. En attendant, je disais, le tintamarre qu'ils ont fait sur le référendum avec leur publicité un peu partout, sur tous les murs, tout ce qu'ils ont dépensé dans certaines télés, ils n'ont qu'à rendre service au peuple. Parce que l'élection législative appartient au peuple.
ils n'ont qu'à donner les bonnes informations au peuple pour que le peuple puisse savoir ce qui se passe. Parce que l'information qui passe comme une information publique, qui n'est pas retranscrite comme ils le font sur toutes les télés, mais cette information-là n'est pas accessible à tout le monde. Première chose. La seconde chose, le droit de vote est un droit constitutionnel. On n'a pas besoin de l'encadrer. J'ai le droit de voter, j'ai le droit de ne pas voter. Donc, comme disent, il y a une nouvelle carte, on est tous d'accord là-dessus, d'identité. Il faudra maintenant exprimer une volonté expresse d'être dans le fichier électoral. J'ai dit, il y a un problème. Parfaitement. Il y a absolument, parce qu'on est là en train de dire aux militants, oui, mais pour l'élection, parce que moi je peux dire, je ne vote pas à l'élection municipale. Je vote à la législative, aux élections législatives. Je m'inscris et j'attends. Au municipal, on ne me voit pas. Législative, je vote. Je peux ne pas voter au législatif et voter au présidentiel. Mais quand on te dit maintenant, là, quand tu n'exprimes pas ta volonté, tu n'es pas dans le fichier électoral, ni municipal, ni législatif, ni présidentiel, je pense que tu ne voteras. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas cela. Alors, maintenant, je voudrais dans la mise en œuvre pratique ici de ce qui se passe. Vous savez, quand ils ont changé de prestataire pour ces cartes biométriques, ils ont fait venir Iris. Ils ont invoqué le motif de plus de sécurité pour la carte. Bon, je me pose des questions là-dessus. Et du délai court. Et du délai court, oui. Je me pose des questions là-dessus. Mais au moins, l'actuel fichier comptait, c'est-à-dire le fichier avec lequel nous sommes partis au référendum, comptait 5 400 000 électeurs. Et au moment du référendum, il y a eu 200 000 nouvelles demandes. Au total, ça fait 5 600 000 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les informations que nous avons reçues sur l'absorption journalière au niveau des commissions, c'est 50 personnes par jour. 50 personnes par jour. On peut quand même faire un calcul simple. 50 fois 468 commissions, parce qu'il y a 468 commissions, ils le savent. Il y a 168 commissions fixes et 300 commissions mobiles. Alors aujourd'hui, si on fait le calcul, 50 fois 468 fois 30, parce qu'ils ont dit qu'ils travaillent 24 heures sur 24, ça fait 702 000 personnes qu'on inscrit sur un mois. Sur 6 mois, ça fera 4 200 000 personnes. 4 200 000, c'est déjà inférieur à ce que nous avions, en fait, au fichier que nous avions au niveau du référendum. Ça fait, on exclut 1 400 000 personnes. Première chose. Le premier risque, donc, c'est qu'on exclut 1 400 000 personnes. Le deuxième risque, c'est au moment où nous parlons, là, il y a moins de 100 commissions fixes qui travaillent. Et on est à la fin du mois d'octobre. Donc, certainement qu'il y aura des exclus. Je continue. Ils ont dit, dans le texte, dans le document, qu'ils ont fait passer à l'Assemblée nationale en disant nous étions entrés dans une concertation où tout le monde discutait. C'est passé en catimini au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont dit dans ce texte-là que si le processus ne permettait pas d'aller à l'élection, ils reprendraient l'ancien fichier. S'ils reprennent l'ancien fichier, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, les 200 000 exclus du référendum seront encore exclus, plus ce que je peux appeler les nouveaux majeurs. Tous les nouveaux majeurs seront exclus. Parfaitement. Et on nous dit maintenant, dans la stratégie de confirmation, au niveau de confirmation, on avait dit, quand vous venez pour vous présenter, vous dites, alors, j'accepte, je m'inscris sur la liste. Il semblerait que ça a été changé. On est au conditionnel. Conditionnel. Non, parce que non. Il faut être sûr. Hein. Non, en fait, moi, je parle de mes préoccupations. Sur mes préoccupations, je ne suis pas assis sur une certitude. Je veux être prudent pour vous respecter. Je le dis ici. Je le dis ici. Parce que vous allez nous aider après à tenir en compte nos préoccupations. Nous sommes d'accord. C'est juste une préoccupation. Moi, je ne dirais pas les choses que je ne maîtrise pas. Bon, voilà. Alors, on a reçu l'information. Bon, moi, je parle sur la base d'informations que nous avons reçues. Bon, et au moins la courtoisie de dire que moi, je parle sur la bonne foi. Je respecte les Sénégalais pour ne pas venir ici pour leur mentir quand même. Je suis une grande personne. Tout à fait. Très bien. Alors, je disais, on a reçu l'information comme quoi, à partir de ils ont dit, maintenant, aujourd'hui, on n'a plus besoin de la confirmation. On n'a plus besoin de venir dire, au niveau de la commission, je choisis de m'inscrire sur la liste électorale. On a dit, désormais, les personnes qui ne veulent pas être dans le fichier électoral vont au niveau des gendarmeries et des commissariats de police. Mais ça, c'est écrit. Je vais être prudent, mais c'est écrit, noir sur blanc, moi je l'ai lu. Mais ce matin, j'ai appris que quelqu'un s'est inscrit. Sur place, on lui a demandé s'il voulait s'inscrire. Donc, c'est même donc, en fait, il y a un hiatus entre les informations qui circulent. Et regardez bien, ça c'est sur le fichier électoral. Maintenant, parlons un peu de la carte électorale. Sur le référendum, ils ont gardé cette carte électorale jusqu'au dernier jour. Voilà pourquoi beaucoup de militants sont, habituellement, se sont rendus sur leur bureau de vote. On leur a dit, c'est pas ici. Parfaitement. Ils ont payé leur taxi pour aller se rendre sur le bureau de vote. Après, ils ne pouvaient pas rejoindre en fait, l'information leur donnée. C'est à l'autre bout de la ville, ils ne pouvaient pas s'y rendre. Ces gens-là, on préfère rentrer chez eux. En tout état de cause, que l'on fasse des élections transparentes, que l'APR remporte les élections et la majorité à l'Assemblée nationale, nous tous, on acceptera. Mais ce que l'on veut, dans les règles du jeu, que
tout le monde partage la même conviction que le jeu est transparent et clair. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là de partage de la transparence. Ça, ce sont nos préoccupations. Au-delà des préoccupations qui viennent de développer, voici un peu. Et je rappelle, une solution qui a été proposée, c'est la mise en place du comité de suivi de la réforme du fichier électoral. Pour la revue, on a proposé qu'une commission restreinte regroupe l'opposition et le pouvoir, donc avec l'administration, la société civile et les partis d'opposition, donc 20 partis d'opposition. Ce comité qui a été proposé devait avoir une analyse journalière en fait, de l'état des inscriptions pour permettre de corriger en fait, les imperfections. Mais ça, ce n'est pas encore accepté. C'est une proposition. Vous aimez la transparence, n'est-ce pas? Gestion sobre et vertueuse et transparente. C'est ce qui se fait. Oui, bon, d'accord. Donc rejoignez-nous sur ça. Est-ce que ça vous dérange qu'on instaure ça, qu'on ait tous un suivi ensemble sur ces préoccupations-là? Mais ce sera une action transparente. Vous serez content, on sera content et le Sénégal en restera grand. N'est-ce pas? On vous a convié à cela? Non, ça, on ne n'est pas encore d'accord. Si. Non, vous n'êtes pas encore d'accord sur ça. C'est une proposition de la société civile que vous refusez encore. N'est-ce pas? Est-ce mal parti? Parce que là, les griefs soulevés, c'est du lourd, hein? Bon, Augustin. Je lui concède quand même les informations, ces informations, dont je ne sais où il les a puisées. Il était tout le temps en train de lire. Je crois que quand on parle de dictée préparée, il est bien à l'aise. Hein. Voilà, il nous a taquiné tout à l'heure en parlant de dictée préparée. Bref. Alors, M. Biram est allé jusqu'à faire des projections divinatoires, j'allais dire, par rapport aux inscriptions sur les listes électorales. À mon avis, c'est trop. Pensez que pour des inscriptions de moins de 6 millions d'électeurs, qu'il faille se tenir, ou qu'elles faillent se tenir ces inscriptions-là, sur une période de 4 à 6 ans, quand même, c'est aberrant. Les Sénégalais nous écoutent. Oui, il a fait un raisonnement mathématique très simple. Bon, en fait, c'est l'hypothèse de départ qui a été... 50 inscrits par jour. Oui, c'est cette hypothèse-là qui a été fausse. On nous avait annoncé 100 inscrits par jour. Il faudrait rappeler que nous sommes en phase test. La phase test qui s'est terminée ce week-end. Ce week-end, oui. Voilà, ça il faut le rappeler. Je sais qu'il le sait, mais il n'a pas voulu le dire. C'est quand même bon aussi de le rappeler. Dire que le respect de me laisser mes convictions. Je vous en prie, je vous ai écouté. Non, mais en fait, non, je ne veux pas le jugement personnel. Vous savez, moi je ne vous adresse aucune parole vous personnellement. S'il vous plaît, parlez aux Sénégalais et ne vous adressez pas à moi personnellement. Moi, je n'ai aucun contentieux avec vous. Non, je vous respecte bien. Du tout. S'il vous plaît. Aucun contentieux. Je vous en prie. Il a parlé du rythme d'inscription, de 50 personnes par jour. Il faudrait revenir aussi à ce qu'on s'est dit au départ. La phase test se limite à la région de Dakar. Pendant le week-end, ou bien en début de week-end, les équipes se déploieront à travers l'ensemble du territoire national. Et là, on verra si ce ratio-là qu'il donne de 50 personnes par jour d'ici 6 mois, parce que aussi, il faudrait rappeler que c'est sur une période de 6 mois. On n'est pas dans le divinatoire. Nous sommes en politique. Nous sommes dans le temps de l'État. Les choses se déroulent comme elles se doivent. Ayons quand même la volonté de reconnaître que l'opposition doit s'asseoir avec le régime, avec le pouvoir en place et discuter. C'est ce à quoi le président Macky Sall les a appelés. Ils ont boycotté, en tout cas pour la plupart. Certains sont venus, ils étaient là pour chahuter et repartir, comme aux primaires. Mais tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les Sénégalais qui nous suivent savent que le pays est stable. Le pays est stable, et très stable, je peux même dire. Politiquement, économiquement, socialement. Ça, c'est un fait indéniable. Oui. Ibrahima, pour Moussa, donc, il y a une vaste fraude en préparation, en gestation, en vue des législatives. Qu'est-ce que vous allez lui dire pour le rassurer? Non, je leur envoie
à la nouvelle constitution votée tout dernièrement par référendum, je pense qu'il y a des rôles supplémentaires qui ont été conférés à l'opposition. Au-delà de concourir au suffrage des Sénégalais, je pense que l'opposition a un rôle de formation, en tout cas un rôle citoyen. Je pense que la responsabilité sur la participation ou bien l'inscription massive sur les listes électorales, cette responsabilité est partagée. L'opposition a un rôle à jouer parce que vous avez toute l'information sur la procédure d'inscription. Vous avez toute l'information, parce que c'est votre droit le plus absolu, sur le processus qui a amené à la mise en place de ce dispositif. Parce que la loi vous le permet, sous la supervision de la Sénat. Si vous avez des griefs, avec des preuves à l'appui, soyez présents sur le terrain, soyez présents dans les cadres de mise en œuvre de ce processus. Vous ne pouvez pas être dans les médias et inventer des choses qui n'existent pas. Oui. Soyez présents. Si vous avez des preuves, la loi vous permet de saisir la Sénat. Bien sûr. Et la Sénat est obligée d'intervenir. La loi le permet. Quand même, ceci étant dit, on nous parle à chaque fois de 5 millions d'inscrits sur le fichier. Mais tout le monde sait qu'il y a toujours un stock mort. Il y a toujours un stock mort qui est là. S'il y a 5 000 inscrits, mais durant pratiquement toutes les échéances qui sont déroulées pendant des années, on se rend compte que c'est 2 millions, moins de 3 millions de Sénégalais qui votent. Il y a un stock mort. Donc il va falloir élaguer ce stock mort. Peut-être c'est l'une des raisons qui a amené à cette inscription de se présenter pour confirmation. C'est peut-être une des raisons. Mais quel que soit Alpha, il faut vraiment éliminer ce stock mort. L'autre aspect, je pense que les règles du jeu, il a parlé des règles du jeu, ils sont biaisées. Non, les règles du jeu sont claires parce que les règles du jeu sont encadrées par la loi. Si vous avez constaté sur le terrain, en tout cas au niveau des commissions d'inscription, des griefs, comme semblait l'insinuer mon ami Moussa Diakhaté lors du référendum, alors que l'opposition n'a pas introduit un recours, ni à Mbacké, ni dans les autres localités. Ils n'ont pas introduit de recours, ils n'ont pas contesté les résultats. Si vous avez des griefs à relever durant ce processus d'inscription sur les listes électorales, avec ces nouvelles cartes biométriques, mais relevez ces griefs, allez saisir qui de droit, c'est-à-dire la Commission nationale autonome. Ceci étant dit, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Parce qu'on a en face un peuple qui est mature. Père Edouard, je pense qu'on va en parler. L'opposition fait tout pour éviter le débat économique. Il est en train d'essayer de nous débattre. Elle n'est pas à l'aise dans ce registre-là? Non, pas du tout. On va peut-être brocher sur le débat économique. C'est important, sur l'agriculture et les autres aspects. Ils ne sont pas à l'aise. Et le peuple est très mature. Aujourd'hui, si on nous dit que nous, on commence à avoir peur parce que... Mais je vous rappelle que depuis 2012, toutes les échéances électorales, la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar a remporté toutes les élections. Législatives 2012, locales 2014, avec 80% pratiquement au niveau des 45 départements. Le référendum, avec toutes les stratégies comment dirais-je, de désinformation, de diabolisation. Ils ont tout mis dans le référendum. Le peuple a tranché, a adopté le projet de constitution qui vous est aujourd'hui opposable parce que vous êtes assujetti, soumis à ce projet de constitution. Aujourd'hui, je pense que le peuple va trancher parce que le peuple est mature. Voilà. Si le peuple juge qu'à travers nos engagements, qu'à travers les actes posés, et qu'à travers les résultats obtenus et les impacts ressentis dans leur vécu quotidien, si ce peuple souverain juge que ce régime-là n'a pas fait plus ou autant que l'ancien régime, ils vont trancher le moment venu. Parce que c'est le juge. Le juge de la souveraineté, c'est le peuple. Mais franchement,
on va revenir sur le débat économique. Avant, je vais vous prouver avant d'aborder le débat, parce que la démocratie ne se limite pas à Dakar. La question des libertés qui a été également évoquée à l'Assemblée nationale, surtout concernant les interdictions de marche avec le fameux arrêté Ousmane Gom, et le ministre de l'Intérieur qui déclare que depuis 2012, sur 740 demandes de marche, seuls environ 2% ont été, donc environ 2% donc a été donc interdit. Moussa, sur la question, parlez-vous de recul